Bonjour à tous, merci d'écouter ce 5e et dernier cours sur les financements innovants de l'adaptation au changement climatique qui fait suite à un ensemble de cours que nous avons menés depuis les 5 derniers mois dans le cadre du projet Bridge pour vous aider à multiplier, diversifier et identifier des sources de financement pour soutenir les projets d'adaptation sensible au genre au Cameroun. Donc, pourquoi aborder ce sujet dans cette dernière séance, puisque nous avons constaté pendant les séances précédentes qu'il y a un écart entre les financements disponibles pour l'adaptation au changement climatique et les besoins en matière de financement. Il faut donc aller au-delà des sources de financement traditionnelles, c'est-à-dire les subventions et les prêts concessionnels, et recourir à des instruments et mécanismes financiers novateurs susceptibles de débloquer les investissements, notamment privés, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Ces instruments innovants sont de plus en plus considérés comme un moyen d'augmenter les investissements nécessaires pour que les pays atteignent leurs objectifs en matière d'adaptation. Next. Donc, pour revenir à l'agenda de la séance, nous allons rappeler quelques chiffres présentés dans les séances précédentes, puis nous présenterons les différents types d'instruments innovants pour le financement de vos projets d'adaptation sensible au genre. Ensuite, nous ferons un focus sur le développement des instruments de finance mixte, ou blended finance en anglais, qui sera présenté par Blondel Silenou, ici présent. Et ensuite, nous présenterons quelques cas d'études des modes de financement innovants qui se développent sur le continent africain avant d'initier quelques réflexions sur les opportunités de développer ces modes de financement innovants dans le contexte camerounais. Next slide. Next. Merci. Sur les données, pour rappeler les données que nous avons partagées pendant l'atelier numéro 3. Donc, on voit sur cette slide que la finance privée est sous-utilisée pour le financement de projets d'adaptation dans le contexte africain. C'est le premier graphe à gauche. Vous voyez que 14% seulement des financements privés servent à financer des projets d'adaptation au changement climatique, contre 86% des financements proviennent de sources publiques. Et vous voyez en regardant le reste des régions que ce n'est pas le cas, notamment au Canada, aux États-Unis, mais aussi en Europe, où la majorité des financements proviennent finalement du secteur privé pour financer des projets d'adaptation au changement climatique. Il est donc important d'envisager et d'anticiper cette progression, puisqu'il risque d'y avoir une multiplication des investissements privés dans l'adaptation au changement climatique dans les années à venir, au fur et à mesure que les investissements sont dérisqués et que la perception des acteurs privés sur la solidité des investissements en Afrique, la perception est de plus en plus rassurée par des outils, par exemple, de certification ou de dérisking. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, si on va à la slide suivante. Next slide. C'est de montrer que cette slide nous montre que parmi les capitaux publics mobilisés pour le financement de l'adaptation au changement climatique, 63% des financements proviennent des banques multilatérales de développement. Ça, c'est en Afrique en particulier, contre 19% des financements qui proviennent des gouvernements, 11% qui proviennent des acteurs bilatéraux, 4% des agences de crédit à l'exportation et seulement 3% qui viennent des fonds climatiques internationaux. Il est donc important d'envisager des mécanismes financiers, puisque c'est au cœur de l'activité de Bridge, qui ne repose pas essentiellement sur la mobilisation de sources de financement publiques et notamment pas uniquement sur les ressources provenant des fonds climatiques internationaux, mais de penser dès à présent des mécanismes financiers qui diversifient les sources de financement et les sources de financement qui peuvent être attirées et mobilisées pour financer des projets d'adaptation au changement climatique au Cameroun. Next slide. Et la dernière slide montre que les besoins d'adaptation, les besoins en matière de financement de projets d'adaptation au changement climatique au Cameroun sont croissants.
La slide démontre aussi que la majorité des financements proviennent pour le moment des banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale en tête, puis le FMI, le Fonds vert climat, la GIZ et KfW, la Banque africaine de développement et le Fonds d'adaptation et le FEM. Donc simplement pour montrer encore que les ressources sont mobilisées par une diversité d'acteurs, mais que la part de mobilisation des financements privés au Cameroun reste pour le moment premièrement difficilement traçable, parce qu'il est difficile d'avoir accès à des données, et c'est ce sur quoi le projet Bridge va travailler dans les mois à venir pour clarifier dans le cadre des activités de cartographie les financements qui proviennent du secteur privé. Et aussi, il y a certainement la possibilité d'accroître ces financements privés. Next slide. Revenons maintenant à la question des instruments financiers innovants qui nous occupent pour cette session. Donc, qu'entend-on par... Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de financement innovant? Next slide. Alors, les instruments financiers innovants pour l'adaptation comprennent des mécanismes et des approches qui peuvent être utilisés pour acquérir, structurer et gouverner, mais aussi allouer des ressources financières pour des projets d'adaptation. Ces mécanismes innovants peuvent permettre l'accès à des ressources financières provenant soit d'institutions financières, soit d'investisseurs privés, soit d'investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, ou d'investisseurs à impact de fondations et d'autres philanthropies. Et ce sera présenté notamment par Blondel dans le cas de Blended Finance. Néanmoins, beaucoup de ces instruments dont nous allons parler aujourd'hui visent à faciliter la mobilisation des investissements du secteur privé, comme je viens de le mentionner. Alors, il y en a une multitude selon les taxonomies, selon les rapports. Et sur cette slide, je vous montre deux rapports que je vous encourage à lire et qui seront disponibles sur la plateforme Learn with ICLEI. Notamment le rapport de ICLEI, justement, sur le financement de la biodiversité, qui regroupe et qui apporte des éclairages très intéressants sur différents types d'instruments financiers, et ensuite le rapport de IISD sur une sorte de typologie des instruments de financement innovants et qui les analyse dans leur contexte. Donc, pour n'en citer que quelques-uns de transferts innovants, si vous regardez sur la gauche de cette slide, il y a les transferts fiscaux écologiques, les mécanismes de financement mixte, les émissions obligataires vertes, les prêts verts, le crowdfunding, les paiements pour les services écosystémiques, les partenariats publics-privés, les mécanismes de compensation des atteintes à la biodiversité, les écolabels, les échanges debt for nature swaps, les fonds fiduciaires pour la conservation et les mécanismes assurantiels. Nous allons en considérer que 5 ou 6 dans le cadre de cet atelier, mais si ces mécanismes vous intéressent, je vous encourage à regarder les rapports que j'ai mentionnés. Pourtant, ces derniers mécanismes de financement innovants sont considérés comme parfois limités ou en tout cas difficiles d'accès, notamment du fait de leur complexité tout d'abord. Ils nécessitent souvent d'avoir recours à des experts juridiques ou des experts financiers pour le montage et la structuration. Ensuite, parce que pour le moment, comme je le disais, le secteur privé est un peu frileux à investir et comme beaucoup de ces mécanismes impliquent l'implication du secteur privé, ça pose certains problèmes puisque la perception pour le moment de beaucoup d'acteurs, c'est que les projets d'adaptation n'offrent pas de possibilité claire de générer des revenus pour rémunérer l'investisseur qui prend le risque de l'investissement. Et souvent aussi un autre problème, c'est la taille des investissements de projets dans le domaine de l'adaptation qui a tendance à être plus faible que celui des projets d'atténuation, ce qui aussi a tendance à décourager les investisseurs pour lesquels la due diligence, donc les questions de diligence raisonnable et les coûts de transaction sont trop élevés par rapport au coût du projet ou au retour sur investissement. Néanmoins, voilà, c'est en train de changer. Next slide.
Donc, cette matrice qui vous est présentée sur cette slide sera disponible aussi sur le site de Learn with ICLEI et découle du rapport IISD qui propose un inventaire fourni sur une série d'instruments financiers innovants qui ont été utilisés ou mis en œuvre dans différents contextes géographiques. IISD distingue les instruments dits matures qui sont utilisés depuis de nombreuses années, des instruments financiers utilisés depuis de nombreuses années à d'autres fins et qui pourraient être adaptés pour se focaliser sur le financement de projets liés à l'adaptation au changement climatique. Donc, ce sont des instruments qui ont déjà fait leurs preuves et qui nécessiteraient simplement peut-être d'être répliqués dans d'autres contextes ou étendus ou simplement repensés. Ensuite, il y a les instruments, deuxièmement, les instruments émergents. Ce sont des instruments plus récents qui peuvent ou non avoir déjà été développés ou mis en œuvre pour financer des projets d'adaptation au changement climatique et pour lesquels IISD fournit quelques commentaires pour en permettre le développement, encore une fois, dans certains contextes. Et enfin, il y a les instruments pilotes qui sont en cours de développement et qui pourraient être scale-up, donc qui pourraient être développés davantage pour financer des projets mis à l'échelle. Donc nous, dans le cadre du projet Bridge, on se focalise évidemment principalement sur les instruments matures. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 matures selon cette typologie. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques instruments considérés comme matures par IISD en Afrique. Et ensuite, nous initierons une réflexion avec vous, avec les médiateurs de connaissances, pour savoir quels sont ces instruments matures qui ont le plus de chances de réussir et d'être développés et soutenus au Cameroun dans le cadre du projet Bridge. Donc, sans plus attendre, je vais donner maintenant la parole à Blondel Sileno qui va présenter les mécanismes de financement mixte ou blended finance qui réunissent des capitaux publics concessionnels et des capitaux privés qui se multiplient sur le continent africain et que nous tentons d'envisager dans le cadre du projet Bridge. Blondel, la parole est à toi. Merci de nous rejoindre et bienvenue à la découverte de la finance mixte. Donc, en guise d'introduction, on dira que l'atteinte des objectifs de développement durable se heurte à un obstacle majeur, l'insuffisance de l'aide traditionnelle au développement, qu'elle soit d'origine publique ou philanthropique. Face à ce défi, il devient impératif d'explorer de nouvelles sources de financement, comme le mentionnait Mélissa dans son propos, notamment en attirant davantage de capitaux privés vers les pays en développement. Paradoxalement, bien que ces fonds existent en abondance, ils demeurent largement inexploités, principalement en raison des risques perçus et des rendements incertains associés à ces marchés. C'est dans ce contexte que le financement mixte émerge comme une solution prometteuse. Cette approche innovante de structuration financière vise à mobiliser des capitaux commerciaux au service du développement durable en combinant stratégiquement des fonds concessionnels et commerciaux. En utilisant des instruments tels que les garanties, les assurances ou les prêts concessionnels, le financement mixte parvient à réduire des risques pour les investisseurs privés, améliorant ainsi le profil risque-rendement des projets de développement. Cette méthode non seulement catalyse des investissements qui n'auraient pas pu ou qui n'auraient pas eu lieu autrement, mais ouvre également la voie à un développement plus inclusif et durable à l'échelle mondiale. Bien que des défis persistent, notamment en termes de cadre réglementaire et de mesures d'impact, le financement mixte représente un outil puissant pour combler les déficits de financement des ODD, offrant ainsi une perspective encourageante pour l'avenir du développement durable. Next slide. Alors, c'est quoi effectivement le financement mixte ou la finance mixte? Le financement mixte est une approche stratégique qui combine des capitaux publics et privés pour favoriser le développement durable, en tirant parti des ressources d'expertise diverses
les projets de financement mixte sont en mesure d'attirer des investissements privés des investissements privés, de gérer un impact social et de relever plus efficacement les défis mondiaux. Découvrez les principes clés, les cadres et les réussites qui façonnent l'avenir de la finance mixte. C'est dans la prochaine slide. Alors, le cadre réglementaire et politique de la finance mixte en termes de politique publique, les gouvernements du monde entier mettent en place des incitations, des réglementations et des initiatives pour soutenir le développement de la finance mixte. Ces politiques visent à mobiliser davantage de capitaux privés pour atteindre les objectifs de développement durable tout en partageant les risques. Par exemple, de nombreux pays offrent des subventions, des garanties ou des allègements fiscaux pour encourager l'investissement dans des secteurs prioritaires comme les énergies renouvelables ou l'agriculture. En termes de normes mondiales, au niveau international, des cadres de référence comme les principes de pacte mondial des Nations Unies ou les objectifs de développement durable établissent des lignes directives ou directrices et des meilleures pratiques en matière de finances mixtes. Ces normes visent à assurer la conformité, la transparence, l'impact des projets en mobilisant des investissements privés et durable. Quand, de la finance mixte. Comme mentionné plus haut, il existe des instruments tels que les subventions. Les subventions sont des fonds publics accordés à des projets sans remboursement attendu. Elles permettent de réduire les risques et les coûts pour les investissements privés. Donc, en termes plus faciles, il est question de mobiliser les financements publics qui vont servir de fonds de garantie pour lever des fonds privés, en particulier pour des initiatives ambitieuses, mais à forte valeur sociale et environnementale. Les subventions sont souvent utilisées pour financer la phase de développement d'un projet ou pour couvrir les coûts d'exploitation durant la première année. On pourra par exemple évoquer en termes de cas, on peut évoquer des cas selon lesquels un projet, on voudrait installer une centrale d'énergie renouvelable dans une région quelconque d'un pays. Les études des baseline studies relatifs à ce projet peuvent être financées ou peuvent être couverts par des fonds, par des subventions. Et ainsi, l'investissement qui suivra aura déjà des éléments bancables qui lui permettent de savoir comment est-ce que les investissements vont se faire. C'est un peu ça des mécanismes donc de finances mixtes. Il y a également, entre autres mécanismes, les prêts concessionnels, c'est-à-dire des conditions plus avantageuses que le marché. C'est-à-dire ici, les cours du marché voudraient que les prêts se fassent à 5%. Avec les mécanismes de finances mixtes, ces prêts peuvent se faire à moins de 5%. C'est juste un titre, c'est dû à titre illustratif. Alors, donc, on dit les prêts concessionnaires, à des avantages des avantages, c'est-à-dire à des conditions plus avantageuses que le marché, permettent d'attirer les investisseurs privés en partageant des risques. Ils peuvent prendre la forme de taux d'intérêt bonifiés, de périodes de grâce prolongées. Je me souviens qu'il y a une époque au Cameroun, tout le matériel solaire qui pouvait être importé était exonéré de douane. Ça peut donc entrer dans ce style de mécanisme-là. Ces prêts sont particulièrement adaptés aux projets d'infrastructure à long terme qui nécessitent des capitaux importants. Next slide. Les acteurs clés de la finance mixte. La finance mixte implique une collaboration étroite entre diverses parties prenantes, chacune apportant ses propres ressources, expertise et objectifs. Les gouvernements et les institutions de financement de développement fournissent souvent les subventions, les garanties et les incitations qui attirent les investisseurs privés tels que les fonds d'investissement. Les banques, les entreprises, les organisations non gouvernementales
et les entreprises sociales jouent également un rôle essentiel en identifiant des besoins locaux et en mettant en œuvre des projets d'impact social et environnemental. Dans ce contexte-ci, dans ce cadre-ci, les gouvernements établissent des politiques et des incitations pour mobiliser des investissements privés. Les institutions financières de développement fournissent des subventions, des prêts et des garanties pour partager les risques. Les investisseurs privés apportent les capitaux et une expertise pour générer des rendements financiers et sociaux. Enfin, les organisations non gouvernementales identifient des besoins locaux et mettent en œuvre des projets des projets à fort impact. Next slide. Le cycle de vie des projets de finances mixtes, comme bon nom, comme l'essentiel des projets, il commence par de la planification. Tout projet de finances mixtes commence par une phase de planification approfondie. Des parties prenantes s'engagent, évaluent les besoins, identifient les sources de financement public et privé et définissent une structure de la gouvernance solide pour garantir la réussite du projet. Puis la mobilisation des financements. Une fois le cadre établi, il s'agit d'attirer et de coordonner les différents types de financements nécessaires. Cela peut impliquer la négociation de subventions, de prêts concessionnels, de garanties et d'autres instruments de partage des risques et avec les investisseurs privés. La mise en œuvre, quant à elle, la mise en œuvre est cruciale pour s'assurer que le projet est exécuté de manière efficace et dans le respect des objectifs initiaux. Une surveillance étroite une surveillance étroite, une gestion des parties prenantes et une adaptation continue sont essentielles pour surmonter les défis opérationnels en termes d'évaluation et apprentissage. Enfin, l'évaluation et l'impact social et environnemental et financier du projet permet de tirer les leçons et d'améliorer les futurs projets de finances mixtes. Cette phase d'apprentissage continu est essentielle pour favoriser l'innovation et la réplication des meilleures pratiques. Next slide. Alors, comment gérer les risques des projets dans la finance mixte? Les risques financiers incluent la volatilité des taux de change. Nous tous, nous connaissons la variabilité que peut avoir le dollar en fonction d'une situation politique, économique ou autre. Donc, les risques financiers incluent la volatilité des taux d'échange, l'insolvabilité des emprunteurs et la faillite et la faible rentabilité des investissements. Ils sont souvent atténués par l'utilisation d'instruments de partage de risques comme les garanties et les subventions et les prêts concessionnels. Risques réglementaires. Le changement Les changements de réglementation, les processus d'autorisation complexes et les incohérences entre les cadres juridiques nationaux peuvent présenter des défis majeurs. Des, des partenaires solides avec des gouvernements et le respect des normes internationales sont essentiels pour y parvenir ou pour y faire face. Risques environnementaux et sociaux. Les risques négatifs potentiels sur l'environnement et les communautés locales et les droits de l'homme doivent être soigneusement évalués et gérés. Des évaluations d'impact approfondies et la participation des parties prenantes peuvent aider à atténuer ces risques-là. Next slide. Alors, venons sur les mécanismes de la finance mixte. Comme mentionné plus haut, il y en a une belle fourchette de mécanismes de la finance mixte. Ces mécanismes vont des fonds de garantie. Les fonds de garantie offrent la protection contre les pertes potentielles, attirant des investissements privés dans des projets à risque. Ils couvrent 50% des pertes pour, pour un projet d'énergie renouvelable incitant ainsi des investisseurs privés incitant ainsi des investisseurs privés à y participer.
Donc, lorsque on utilise les fonds de garantie, l'un des mécanismes qui peut être mis à permettre, là, on serait donc de dire aux investisseurs qui viendraient avec de la ressource financière que ici, il y avait des couacs dans la conduite, la bonne conduite du projet, que les risques pourraient être amortis à raison de 50% par le fonds de garantie existant pour ce projet-là. Les obligations à impact social sont des instruments innovants qui permettent de financer des projets sociaux tout en impliquant des investisseurs privés. Et les prêts subordonnés fournissent un financement à un taux d'intérêt inférieur, un échange d'une première perte potentielle pour les investisseurs. Le financement par don convertible. Une ONG reçoit, par exemple, reçoit un don qui se convertit en capital si elle atteint les objectifs de réduction des émissions de carbone, par exemple, dans le cas de certains projets. Le co-investissement. Une banque de développement et un investisseur privé financent ensemble un projet d'infrastructure, partageant les risques et les bénéfices. Des mécanismes de partage de risques, dans un projet de prêt agricole ou de perte due à des conditions climatiques extrêmes sont partagés entre les investisseurs et l'État. Donc, par exemple, comme dans la région de l'extrême nord et du nord-ouest et de l'ouest au Cameroun, où actuellement on sévit des inondations, si les agriculteurs avaient bénéficié de financement ou bien d'un des mécanismes de financement mixte ou d'un mécanisme de partage des risques, les, les, les inondations étant là, elles auraient pu bénéficier d'un certain nombre d'allégements dans le cadre du remboursement du prêt qu'elles auraient octroyé. Des plateformes de crowdfunding, une campagne en ligne pour financer un projet de reforestation permet à des milliers de petits investisseurs de contribuer. Le financement basé sur les résultats. Un programme de santé où les paiements des prestataires sont effectués uniquement en des indicateurs de santé des indicateurs de santé sont atteints, comme vaccination d'un certain pourcentage d'enfants. Next slide. Prenons donc en termes de cas pratiques la rénovation durable des logements sociaux en Belgique. En termes de planification, on dira que à ce niveau, donc, pour illustrer ce qu'on a dit plus haut, dans la ville de Liège, les autorités locales se sont associées à une fondation de logement social et une banque de développement pour mettre en place un ambitieux programme de rénovation de 500 logements vétustes. Ça, c'est au niveau de la planification. Donc, la banque, la ville de Liège et la fondation se sont mises ensemble pour développer ce programme-là. Après une évaluation soigneusement définie, une évaluation détaillée des besoins et des options de financement, le cadre du projet a été soigneusement défini pour répondre aux objectifs de performance énergétique, d'accessibilité et de bien-être des résidents. La mobilisation des financements grâce aux subventions de l'État et des prêts concessionnels de la Banque de développement, les propriétaires ont pu bénéficier de 70% des financements nécessaires à la rénovation. Les 30% restants ont été levés auprès d'investisseurs privés attirés par des incitations fiscales et la sécurité offre et la sécurité de l'offre par les garanties publiques. Ce montage financier innovant a permis de rendre le projet viable et accessible aux ménages à faible revenu. La mise en œuvre pendant la phase de travaux, une étroite coordination entre les différents acteurs a été essentielle pour garantir le respect des normes de qualité et de gestion du chantier, l'accompagnement des locataires et le suivi des performances techniques de rénovation. En guise d'évaluation et d'impact, après l'achèvement du projet, une évaluation approfondie a démontré les résultats remarquables, une réduction de 60% de la consommation d'énergie, une amélioration significative du confort et la santé des résidents et un taux de satisfaction de plus de 90%.
Ces données ont permis de justifier la pérennisation du programme et d'en faciliter la réplication dans d'autres villes de la Belgique. Voyons d'autres cas, par exemple, où la finance mixte s'est déployée. C'est dans la prochaine slide. Next slide, Courtney. En termes de cas pratiques, voyons par exemple le cas du projet FP, entendez par Funding Proposal 212. C'est un projet qui a été financé par le Fonds vert. Donc le projet FP 212, intitulé Fonds vert, investir dans l'agriculture inclusive et protéger les forêts, est une initiative majeure avec un budget de 900, entendez bien, 982 4,6 millions de dollars. Ce projet vise à promouvoir la production agricole durable, à préserver les forêts tropicales tout en répondant aux objectifs ou aux défis environnementaux actuels. L'objectif du projet est donc de promouvoir une production durable des matières premières agricoles, augmenter la productivité de la terre agricole tout en réduisant la pression sur les forêts, réduire des émissions de gaz à effet de serre en renforçant la résilience des communautés. Dans ce type de projet, par exemple, il faut savoir que c'est ce type de financement qui permet de financer aujourd'hui la culture du cacao. Et quand on parle du cacao sobre carbone, c'est exactement ce type de projet qui permet donc de soutenir la production du cacao. En termes de mécanismes de finances mixtes, on dit le mécanisme de finances mixtes, le financement du projet repose sur des mécanismes de finances mixtes qui combinent des fonds publics et privés pour un impact maximal. Le fonds vert est apporté 19%, 19,2%. On a eu 180 millions de prêts et de 9 millions 35 000 9,35 millions de US dollars. On est là en US dollars, s'il vous plaît. Donc, 1 million de US dollars. Et en termes de cofinancement, 80%, près 658 millions de dollars ont été mobilisés. En nature, on a eu 3 millions de dollars. En termes d'impact et de stratégie, le projet FP 212 met un accent sur la transformation des chaînes d'approvisionnement agricole en passant de pratiques en passant de la pratique extractive à des pratiques durables. Les cibles des secteurs clés tels que le bétail, l'huile de palme, le soja, le caoutchouc, le cacao et la foresterie qui sont souvent responsables de la déforestation. Donc, comme vous le savez tous, dans la CDN du Cameroun, l'agriculture a été identifiée comme étant l'un des secteurs les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ce projet voulait donc réduire les émissions de gaz à effet de serre en améliorant l'agriculture et a donc bénéficié de ces mécanismes de financement-là. Il faudrait rappeler que le Cameroun est partie prenante de ce projet-là. En fournissant donc une assistance technique et un soutien financier aux producteurs, le projet impose des conditions favorisant la protection et la restauration des forêts existantes. Ainsi, le FP 212 contribue non seulement à la durabilité environnementale, mais également à l'amélioration des moyens de subsistance des communautés. En guise de conclusion pour ce petit projet, pour cette petite partie, je dirais que le projet FP 212 représente une approche intégrée pour répondre aux besoins en matière de développement agricole tout en partageant les précieuses ressources forestières. Son mécanisme de financement mixte assure la viabilité et l'efficacité des initiatives, propulsant ainsi un avenir plus durable. Passons à un autre cas pratique, puisque nous sommes dans la logique des cas pratiques. Abordons un autre cas pratique, toujours des projets du Fonds vert. C'est le projet FP 222. Le projet a connu son nom de plateforme de performance énergie renouvelable, dispose d'une enveloppe de 250 millions. Ce programme vise à promouvoir à promouvoir
des projets d'énergie renouvelable à petite échelle dans 9 pays d'Afrique subsaharienne, dont 7 sont classés parmi les pays les moins avancés. Pardon. Hmm. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès à l'énergie propre. Pour plus de 7,7 millions de personnes dans les régions difficiles d'accès, renforcer la résilience climatique des petites entreprises et des ménages, promouvoir des investissements dans les énergies renouvelables et surmonter les obstacles du marché et en stimulant l'appétit des investisseurs. Le mécanisme de finance mixte, le projet repose sur un mécanisme de finance mixte combinant des fonds publics et des fonds privés pour maximiser son impact. Le fonds vert apporte 20%, le capital d'action équité apporte 50 millions de US dollars et le cofinancement vient à 80% avec un prêt 50 millions et un capital action de 150 millions de dollars. Le FP 222 représente une approche intégrée pour répondre aux besoins énergétiques croissants en Afrique subsaharienne tout en renforçant la résilience face au changement climatique. Son mécanisme de financement mixte assure la viabilité et l'efficacité des projets d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus durable et inclusif. Un autre projet, un autre cas pratique que nous allons explorer est le projet FP 205. Next slide. Le projet et la présentation et objectif de ce projet, le Fonds pour les infrastructures résilientes, le changement climatique est doté d'une enveloppe de 765,1 millions de dollars. Ce fonds vise à développer des infrastructures résilientes face aux effets du changement climatique en Afrique subsaharienne, une région déjà confrontée à des défis d'infrastructure en termes de quantité et de qualité et d'accessibilité. En termes d'objectifs du projet, on peut dire que le projet voudrait renforcer les infrastructures face aux impacts du changement climatique, surmonter les barrières à l'investissement dans les infrastructures résilientes, améliorer l'accès aux services d'infrastructure. Le projet a un mécanisme de financement qui fait que le fonds vert couvre 33% et le capital action equity apporte 240 millions de dollars et une subvention de 13 millions de US dollars et avec un cofinancement à 66,8%. En termes d'impact et de stratégie, le projet va faire face à des barrières d'investissement dans le secteur des infrastructures résilientes. Le Fonds vert pour le climat apportera 240 millions de dollars. Donc, en termes de conclusion, le FP 205 représente une approche innovante pour développer des infrastructures résilientes et en Afrique subsaharienne. Grâce à son mécanisme de financement mixte, il est non seulement facilite non seulement l'accès au financement nécessaire, mais contribue également à des services d'infrastructure viables. Next slide. Alors, c'est quoi les tendances en matière et les innovations en matière de finances mixtes? Comme vous pouvez le constater dans le tableau qui est sur votre écran, 150 milliards de dollars, croissance prévue dans les marchés mixtes d'ici 2025. Nous sommes en 2024, donc il est prévu qu'on atteigne les 150 milliards de dollars qui soient mobilisés dans le cadre de la finance mixte avec 40% par des transactions de financement mixtes et qui s'appuient sur des outils et plateformes numériques pour améliorer la transparence et la responsabilité efficace. Et 70% des praticiens de la finance mixte qui déclarent utiliser les instruments de la finance innovante tels que les obligations à impact et les modèles de paiement pour le succès et les obligations liées des obligations liées aux catastrophes.
À mesure que le paysage de la finance mixte évolue, de nouvelles tendances et innovations émergent et sont prêtes à transformer la façon dont les capitaux publics et privés sont mobilisés pour développer, publics et privés sont développés, euh, ce de- euh, dont les capitaux publics et privés sont mobilisés, autant pour moi, pour le développement durable, de la croissance rapide des plateformes numériques qui améliorent la transparence, la prise de décision basée sur les données, à l'essor d'instruments de financement pionniers qui alignent mieux le risque et le rendement. L'avenir de la finance mixte est rempli de possibilités passionnantes pour stimuler l'impact à l'échelle mondiale. Je crois que c'était tout pour la petite présentation que je voulais faire en guise d'introduction sur la finance mixte ce jour. Mélissa, je te renvoie la parole. Merci beaucoup, Blondel, pour cette présentation sur la finance mixte. Euh, Simplement pour clore tes propos, les modes de financement mixte pour l'adaptation devraient continuer à se développer dans les années à venir, un petit peu partout dans le monde et notamment en Afrique, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les fonds multilatéraux pour le climat dont tu as parlé mettent déjà en place ces financements mixtes et maintenant sont dans la phase où ils peuvent capitaliser sur les leçons apprises dans le cadre de financement mixte qu'ils ont développé dans le passé. Et dans le cadre du cycle de reconstitution des financements de 2022, la finance mixte a été aussi discutée et mise au cœur des discussions du GCF notamment, donc du Fonds vert climat. La deuxième raison, c'est que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, on sait qu'on a besoin de multiplier les modes de financement, tout type de financement, et que le financement mixte est considéré comme une solution pour compléter les financements publics concessionnels. Et des pays, notamment du Nord, ont déjà, comme le Canada, ont déjà commencé à travailler avec la SFI, avec d'autres acteurs, pour trouver des blended finance, des mécanismes de blended finance qui soient adaptés aux projets d'adaptation. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il y a quand même une augmentation des coûts opérationnels de financement privé en raison de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, et que les accords de financement mixte qui incluent des capitaux concessionnels fournis par les entités publiques seront cruciaux pour les investisseurs privés qui sont confrontés à des coûts de financement qui sont croissants. Donc, pour toutes ces raisons, les mécanismes de financement mixte sont intéressants, sont à regarder et seront considérés largement dans le cadre du projet Bridge. Donc, si l'on passe maintenant à la slide suivante, donc comme je le disais précédemment, nous nous sommes concentrés sur les mécanismes les plus qui ont déjà fait leur preuve ou qui ont déjà été utilisés en Afrique et donc qui sont catégorisés comme matures dans la taxonomie IISD. Donc le premier, c'est les obligations vertes, les green bonds. Je vous renvoie au webinaire numéro 3 pour reparler de ces obligations vertes, qui sont des instruments de dette qui sont exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des projets présentant des avantages ou des bénéfices climatiques ou environnementaux. Donc, ils ont la même structure que les obligations conventionnelles, sauf qu'ils ne se limitent au financement de projets et actifs verts. Et donc, ça comprend la protection de la biodiversité, la conservation, l'adaptation, donc tous ces sujets qui nous intéressent dans le cadre du projet Bridge. Ces obligations peuvent être émises dans le monde entier par des gouvernements nationaux, locaux, des agences de développement et des entreprises. Et elles ont gagné en popularité pour financer des projets climatiques ces dernières années, y compris à l'échelle locale.
Et cependant, pour les villes africaines, ce mécanisme des green bonds fait face à de nombreux défis liés tout d'abord à la solvabilité des collectivités locales. On en a aussi parlé lors des webinaires précédents, à la technicité du mécanisme mis en place, aux conditions du marché, aux risques perçus par les acteurs privés. Et voilà, donc finalement, avec tous ces défis, peu de villes ont atteint le niveau de maturité suffisant pour développer des green bonds. On en a quand même un certain nombre d'exemples. Les exemples les plus commentés sont celui de Cape Town notamment, mais il y a aussi celui de la ville de Dakar que je vous avais présenté dans la session 3 qui n'a malheureusement pas pu être émis du fait de l'absence d'obtention de l'autorisation nationale, alors même que la ville avait obtenu, grâce à l'appui de la fondation Bill et Melinda Gates, avait réussi à passer toutes les étapes nécessaires pour structurer un green bond qui puisse être émis tel quel sur le marché financier. Donc, comme vous voyez sur la slide, l'appui de la fondation a permis la mise en place de réformes structurelles, le développement d'un mécanisme spécifique sur, en tout cas des guidelines spécifiques sur l'obligation verte, la création d'une société de patrimonial immobilier de la ville de Dakar, le SPV qui était censé gérer cette émission obligataire, le marketing de l'obligation, et puis les autorisations, toutes les pré-autorisations préalables. Donc comme vous le voyez ici, ça nécessite de mobiliser une expertise technique, financière et juridique conséquente et de faire appel à des partenaires régionaux, voire internationaux, pour sécuriser l'émission de cette obligation à l'échelle locale. Néanmoins, c'est un mécanisme qui se développe. Next slide. Ensuite, il y a le crowdfunding qui a gagné en popularité aussi ces dernières années comme moyen alternatif de lever des fonds pour les projets dans les domaines de l'adaptation et de la biodiversité. Donc, en général, ces projets de crowdfunding sont initiés à l'initiative d'ONG, d'universités ou de communautés et ils permettent à un grand nombre d'individus de contribuer et d'investir volontairement un montant relativement faible dans un projet par l'intermédiaire souvent d'une plateforme en ligne et ces dons sont ensuite mis en commun pour financer le projet. Le crowdfunding est généralement utilisé avec d'autres sources de financement pour pouvoir compléter une structuration financière où il manque un petit peu de financement ou alors pour mettre en place un projet pilote. Donc, ce crowdfunding peut prendre différentes formes, soit des dons sans obligation de remboursement, soit certains proposent un modèle de remboursement intéressant dans lequel, une fois que le projet commence à fonctionner et à générer des revenus, les investisseurs qui ont apporté des financements au début peuvent récupérer de l'argent. Et ça, c'est potentiellement le cas des projets mis en place et dans lesquels on investit les diasporas. Et on a quelques exemples de ce type au Sénégal. Pour un exemple de ville, donc je n'ai pas trouvé tout de suite en Afrique, mais il y a l'exemple de la ville de Gand en Belgique qui a créé une plateforme de crowdfunding destinée à donner aux citoyens les moyens de proposer, donc non seulement financer, mais aussi proposer des projets innovants pour la ville. Et des projets axés sur l'adaptation ont été menés à bien grâce à cette plateforme, dont l'un d'entre eux qui visait à favoriser l'agriculture urbaine dans la ville. Next slide. Ensuite, comme mécanisme, disons, mature, ou en tout cas qui a déjà été utilisé dans le cadre africain, il y a le financement en equity, donc le financement sur fonds propres, qui est principalement fourni par des banques ou des fonds d'investissement. En contrepartie de la mise à disposition de ces fonds, les banques ou les fonds d'investissement obtiennent un titre de propriété. L'un des avantages de ce type de financement est que l'argent qui a été levé sur le marché n'a pas besoin d'être remboursé, contrairement au financement par l'emprunt qui doit suivre un calendrier de remboursement défini, comme vous le savez. Donc, ça permet aux investisseurs, comme je disais, de mettre de l'argent. Il n'y a pas besoin de remboursement, mais les investisseurs, comme ils ont un titre de propriété sur la solution, se rémunèrent sur la base des retours sur investissement.
Cependant, alors c'est un mécanisme qui est très intéressant, qui se développe en Afrique, mais c'est un mécanisme qui prend beaucoup de temps pour passer les mécanismes de, comme je le disais, les vérifications de due diligence et aussi pour la mise en place de l'établissement qui va gérer qui va gérer cet investissement en equity, l'établissement de rapports de gestion et de reporting. Enfin, il y a quand même encore une technicité, une dimension technique importante. J'ai mis l'exemple qui avait déjà été mentionné de Meridiam, qui est un fonds d'investissement basé à Paris, qui a mis en place en Mauritanie une société d'économie mixte pour protéger la ville de Nouakchott contre les risques d'érosion et d'inondation et aménager aussi le littoral au profil des riverains. Ce projet, qui a un coût estimé à 60 millions d'euros, sera mis en œuvre, enfin est en cours de mise en œuvre par la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott, dans lequel plusieurs partenaires ont investi, donc le fonds TURF, géré par Meridiam, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement, la Rockefeller Foundation, UNCDF. Et donc, ces acteurs ont investi, et notamment Meridiam a investi en equity dans le cadre de ce projet. Next slide. Donc, dans les cas des projets, des mécanismes qui sont de plus en plus développés, qui sont considérés comme innovants, la question des partenariats publics-privés est aussi souvent catégorisée comme un mécanisme innovant et est aussi une solution qui se développe davantage, qui s'est beaucoup développé dans plein de domaines et dont plusieurs pays ont envisagé l'applicabilité dans le domaine de l'adaptation. Et on pourra envisager de réfléchir dans le cadre du projet Bridge si ce type de partenariat peut être envisagé aussi dans le domaine de l'adaptation au Cameroun. Mais avant cela, dans cette deuxième partie, je voulais parler des mécanismes émergents, donc des mécanismes qui sont moins connus en Afrique, mais dont on commence qui commencent à susciter de l'intérêt chez les bailleurs et les acteurs privés. Next slide. Le premier d'entre eux, c'est le Debt for Nature Swaps, donc le mécanisme de transfert de la dette le transfert de dette contre la nature. Je vais expliquer. L'objectif, c'est de réduire les niveaux de la dette nationale avec entre contrepartie le soutien des efforts nationaux de conservation dans la biodiversité. Donc le système implique en général plusieurs parties prenantes, le gouvernement, le gouvernement qui est débiteur et le créancier, donc les banques, les institutions financières, qui sera responsable de l'ajustement de la dette. En général, l'État renégocie les conditions de remboursement avec un emprunteur en échange de l'affectation par ce dernier des économies de remboursement à des investissements dans la nature ou dans l'action climatique, telles que des infrastructures résilientes, par exemple. Le prêteur peut aussi, peut aussi vendre une partie de l'encours de la dette à l'État ou à une organisation tierce qui a l'expérience de la mise en œuvre d'investissements dans le domaine de la nature. Et ça a pour conséquence de réduire le niveau de dette nationale. Ces échanges peuvent être considérés comme un moyen intéressant pour les pays endettés de réduire le poids de leur dette, tout en prenant en parallèle des mesures d'adaptation et en encourageant la possibilité de l'implication du secteur privé à investir dans les efforts de conservation. Mais ces échanges peuvent être très complexes. Ils introduisent des exigences de performance dans les accords de prêt standard qui nécessitent une importante diligence, en tout cas des critères de due diligence qui sont beaucoup plus, qui sont stricts, et puis aussi des critères de suivi et évaluation assez importants. Donc c'est notamment l'expérience du Gabon que je voulais vous présenter, qui en août 2023, le gouvernement gabonais a conclu un échange de dette contre nature d'un montant de 500 millions de dollars. Ce fut le premier instrument financier de ce type en Afrique continentale. Et dans le cadre de cet accord, le Gabon a émis donc cette obligation à un taux d'intérêt inférieur à la normale et a utilisé la majeure partie du produit pour rembourser une dette plus coûteuse. Et donc, ça a généré des économies sur ces intérêts qui ont été affectés à la conservation du milieu marin. Mais forcément, cette opération a nécessité
nécessite la mobilisation de beaucoup d'experts. Tout d'abord, ils ont eu appel à un cabinet d'avocats d'affaires internationales pour gérer le contrat. Ensuite, il y a eu la création d'un fonds de conservation indépendant de l'État. Je vous expliquerai plus en détail ce qu'est un fonds de conservation. Et puis, c'était une transaction complexe impliquant plusieurs parties, dont la Bank of America, The Nature Conservancy et une organisation environnementale nationale. Et donc, c'est tous ces acteurs qu'il faut aussi, dont il faut gérer les exigences et les divergences de modes de fonctionnement et d'exigences administratives, évidemment, et juridiques. Ce n'est pas impossible puisque ça existe dans certains contextes, mais c'est simplement que souvent vous aurez tout de même besoin de l'appui d'acteurs internationaux. Ensuite, next slide. Il y a le mécanisme des fonds fiduciaires pour la conservation. Donc, dans le cas du Gabon, il y a un fonds qui a été créé justement. Donc, ces fonds sont définis comme des institutions privées et juridiquement indépendantes accordant des subventions qui fournissent un financement durable pour la conservation de la biodiversité. Ces fonds fiduciaires collectent et investissent des fonds provenant de diverses sources, philanthropie, gouvernement, secteur privé, et dirigent ces fonds vers des programmes de conservation sous forme de subventions. Voilà, donc le fonds récupère l'argent et ensuite alloue ces financements sous forme de subventions. Donc, il y en a un certain nombre, mais l'objectif, ça permet plein de choses. Ça permet de faire une planification stratégique sur la question, par exemple, de la gestion de la biodiversité, de réunir toutes les parties prenantes concernées pour garantir une gouvernance transparente. Ça permet aussi de co-diriger la gestion d'un projet avec des communautés locales, la mise en place de ce fonds, si les communautés sont impliquées. Et voilà, et ça permet aussi de pouvoir tracer les financements et d'avoir un suivi et évaluation rigoureux. Un exemple, pas en Afrique, mais dans les Caraïbes, le Fonds des Caraïbes pour la biodiversité, qui a été créé en 2012 et qui fournit un financement de long terme pour la conservation dans les Caraïbes. Donc, il a été créé grâce à un financement de 42 millions de dollars américains par The Nature Conservancy, qui est l'une des plus grosses ONG américaines sur les questions de préservation de la biodiversité. Mais aussi du gouvernement allemand, et puis il y a la participation de 8 pays des Caraïbes. Et donc, ce fonds distribue des subventions à des projets locaux, régionaux et nationaux par le biais d'appels à propositions compétitifs. Et les actions identifiées et financées comprennent la restauration et la réhabilitation des écosystèmes, par exemple, ou l'installation de récifs artificiels. Voilà. Donc, un exemple aussi à explorer davantage dans le cadre camerounais. Si on passe à la next slide. Donc, il y a aussi le développement de mécanismes assurantiels pour les collectivités locales. Donc, les régimes d'assurance peuvent être utilisés pour protéger les ressources naturelles et atténuer les risques associés aux catastrophes naturelles et la perte de la biodiversité. Donc, ils peuvent notamment fournir un soutien financier pour la restauration, la conservation, la gestion des écosystèmes, mais aussi une couverture pour les pertes dues à des événements météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Donc, il y a une multiplication en tout cas, le secteur assurantiel s'est positionné depuis quelques années sur cette question évidemment de la résilience climatique depuis un certain moment, mais il y a eu vraiment un boom des activités. Donc, dans le cadre des villes africaines, je vous donne là l'exemple de AXA Climate, qui développe des mécanismes d'assurance paramétrique pour certaines villes africaines sur la base d'appels à projets aussi et de collaboration. Et l'avantage de ce mécanisme assurantiel, c'est que la prime d'assurance, elle est subventionnée à plus de 85% selon cet exemple-là. L'exemple que je vous montre, c'est l'exemple de 3 villes togolaises, Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7, qui ont signé ce contrat avec AXA Climate. Et donc, les primes d'assurance, elles sont subventionnées. Donc, ce n'est pas à la ville de les payer.
Et donc la ville peut aussi faire peut aussi obtenir des retours sur investissement dans le cadre de ces activités. On vous fera une présentation plus détaillée parce que le mécanisme assurantiel est long et complexe, donc on invitera les experts. Mais tout ça pour dire que de nouveaux produits d'assurance se développent, adaptés aux besoins et aux priorités des villes africaines et qui impliquent dans leur montage, évidemment, des acteurs internationaux qui ont la capacité de subventionner fortement ce type de mécanisme assurantiel. Donc, next slide. Donc, comme on l'a vu, il existe vraiment de nombreux mécanismes. On pourrait parler plein d'autres, du paiement des services écosystémiques, des émissions obligataires bleues, les blue bonds, les social bonds. Mais premièrement, nous sommes tenus par le temps. Et par ailleurs, toutes ces solutions ne sont pas nécessairement pertinentes dans le contexte camerounais. Donc, l'idée maintenant, c'est de revenir d'initier des réflexions sur les modes de financement innovants qui viennent de vous être présentés et qui seraient pertinents dans le contexte camerounais. Et next slide, nous allons lancer cette réflexion avec les médiateurs de connaissances dans les mois à venir, dès janvier 2025, pour justement réfléchir aux différents moyens de pousser ou de développer certains de ces mécanismes financiers. Donc, si l'on réfléchit à ce stade à quelques pistes de réflexion, le premier axe de réflexion, c'est que il est nécessaire de réfléchir à la façon de réduire les risques et de crédit. Donc, la question du de-risking. Comme je disais, il y a plusieurs choses en jeu. Il y a une question de perception du risque par les acteurs qui ont des financements, par les acteurs notamment internationaux et les acteurs privés, qui n'investissent pas nécessairement dans les collectivités africaines parce que la perception du risque est très élevée. Donc, il faut réfléchir à comment développer dans le marché camerounais des garanties et des facilités de liquidité qui permettent d'accroître les flux financiers en faveur des projets d'adaptation au changement climatique. Donc, toutes ces réflexions autour des mécanismes de de-risking, elles sont croissantes, elles sont initiées par une multitude de partenaires, et donc il suffit simplement de voir comment impliquer aussi, avoir ce type de réflexion à l'échelle nationale. Deuxième axe de réflexion, réfléchir aux moyens d'intégrer des projets d'adaptation dans des projets de développer des projets d'adaptation qui soient générateurs de revenus. Parce que, je le disais tout à l'heure aussi, le nombre les investisseurs vont se tourner vers des projets qui ont un fort impact, mais aussi qui leur rapportent des revenus. Donc, pour cela, on peut penser à la création de portefeuilles de projets d'adaptation qui soient agrégés ou regroupés, parce que le pooling en anglais, ça permet d'accroître l'intérêt des investisseurs privés, encore une fois pour une question de taille et d'impact, ou alors de regrouper certains petits projets d'adaptation avec des projets plus larges qui génèrent d'autres avantages, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la construction de digues ou de routes ou de péages, de routes à péage avec des péages, qui peuvent essayer de combiner des projets d'adaptation avec des projets d'infrastructure qui ont un fort potentiel de retour sur investissement. Ensuite, il y a la possibilité d'identifier des mécanismes de financement qui ont fonctionné dans d'autres contextes, troisièmement, des mécanismes qui ont fonctionné dans d'autres contextes et qui ont la possibilité d'être répliqués au Cameroun. Donc, on a présenté un certain nombre de cas d'études dans cet atelier. Et lors des activités de coaching qui vont être mises en place à partir de janvier, nous aurons la possibilité d'avoir des deep dives, vraiment des ateliers participatifs et de réflexion sur certains de ces mécanismes et savoir si ils peuvent être mis en place dans le contexte camerounais. Quatrièmement, l'idée c'est de voir comment mobiliser les financements concessionnels provenant d'une entité publique, donc pour trouver des interventions d'adaptation
donc toutes les questions dont Blondel parlait de blended finance, où tout le monde puisse s'y retrouver et surtout qui puisse atteindre et impliquer les communautés locales. Et ça, pour le moment, c'est ce qui manque un petit peu. C'est dans ces réflexions sur les mécanismes innovants, la place des acteurs locaux et la place de la question du genre est pour l'instant peu étudiée. Donc le projet Bridge peut aussi et visera aussi à réconcilier ces questionnements. Donc, pour conclure, il y a donc des mécanismes traditionnels, évidemment, dont nous avons parlé plusieurs fois pendant les cours précédents, pendant les webinaires précédents, et une multitude de mécanismes innovants qui se développent. L'idée, c'est de tendre vers la diversification des sources de financement pour les projets d'adaptation au changement climatique, car la diversification est indispensable pour atteindre les niveaux de financement nécessaires pour répondre aux besoins en matière d'adaptation au changement climatique au Cameroun. Donc sur ces mots, je m'arrête ici. Nous reprendrons la discussion pendant les ateliers de coaching à partir de l'année prochaine. Mais l'objectif de ce webinaire était de donner à tous un niveau de connaissance à peu près égal sur les questions de financement, sur les instruments, le financement de l'adaptation sensible au genre. Donc on a balayé tous les sujets relatifs aux instruments, au montage financier, aux acteurs et aux possibilités qui s'offrent à nous, à vous, au Cameroun, et que nous soutiendrons dans le cadre du projet Bridge. Merci beaucoup. Monsieur Blondel, je vous laisse dire au revoir. Et c'est avec plaisir que nous reverrons certainement l'année prochaine, en 2025. Entre-temps, nous espérons que vous aurez le temps de savourer cet autre module 5 qui vient compléter les autres modules, 4 modules que nous avons eus tout au long de l'année. Nous espérons véritablement que cela pourra satisfaire vos besoins en termes de mobilisation de ressources financières. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà nos mails respectifs. Et nous nous réjouissons déjà que vous soyez nombreux à nous avoir suivis durant toute cette année. À très bientôt et nous vous souhaitons par anticipation une bonne fête d'année, une bonne fin d'année et une belle année 2025 qui commencera certainement sous de beaux auspices. Au revoir.